Ma mère a ruiné ma fête de révélation du sexe sans le vouloir, puis elle a lâché « Tu pourras toujours en faire un autre ». Mais le pire, c'est que ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait le coup. Déjà à Noël, elle avait annoncé ma grossesse alors que je n'en avais parlé à personne, et elle avait balancé les photos de l'échographie sur Facebook sans même me demander mon avis. Du coup, pour la fête de révélation, on lui avait fait promettre qu'elle ne gâcherait rien. Mon mari et moi avions réuni tout le monde pour qu'ils assistent au moment où on déposerait les bombes de bain roses ou bleues dans une grande baignoire d'eau. Mais à peine le compte à rebours lancé, ma mère s'est précipitée, s'est penchée au-dessus de la baignoire pour mieux voir, et a fait tomber les bombes de bain des mains de mon mari. L'eau est devenue rose sur le champ, et avant même que quelqu'un ait le temps de réagir, elle s'est mise à hurler. « C'est une fille! C'est une fille !» Elle a quitté la baignoire pour sauter au cou de mon mari, pendant que moi, je restais plantée là, les bombes de bain encore dans la main, totalement inutiles. J'étais hors de moi, j'ai éclaté en larmes et j'ai ordonné à ma mère de quitter la pièce. Mais la famille a volé à sa rescousse. « Ta mère est juste trop contente », a dit mon père, comme si ça excusait tout. J'ai pris le micro du karaoké, me suis tournée vers ma mère et j'ai lâché, la voix tremblante de colère, « Excuse-toi ». Elle a levé les yeux au ciel. J'ai déjà dit que j'étais désolée. Maintenant, tu mets tout le monde mal à l'aise. Regarde-les, ils n'osent plus bouger, a-t-elle rétorqué, comme si elle se souciait de l'ambiance. J'ai voulu lui faire comprendre que ce moment ne se reproduirait jamais, qu'on n'a qu'une seule révélation du sexe. Mais elle m'a coupé net en me mettant la main devant le visage. Très bien, je m'excuse. C'était un accident. Je suis juste tellement heureuse d'avoir ma première petite fille. Alors si tu veux jouer les rabat-joie, libre à toi. Avant même que je puisse répondre, ma sœur s'est pointée, sourire narquois aux lèvres. C'est elle qui t'a élevée. Tu pourrais au moins lui dire merci. À ce moment-là, j'ai préféré partir. J'avais eu mes excuses. J'ai choisi de faire preuve de maturité, mais avec le recul, j'aurais peut-être dû être moins conciliante. Le lendemain, j'ai découvert que ma mère s'était proclamée co-organisatrice de la baby shower, sans m'en informer, et qu'elle avait décidé de tout changer. Le rose était devenu violet, les cupcakes avaient laissé place aux donuts. Elle s'était arrangée pour que la fête soit à son image. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a débarqué à la baby shower avec exactement la même robe que celle que j'avais choisie. « Oh, je croyais qu'on devait toutes porter ça. Oups, désolée », a-t-elle ricané. Mais c'était du grand n'importe quoi. Elle avait appelé mon mari en douce pour savoir ce que je mettrais, soi-disant pour ne pas faire de doublons. Et pourtant, ce n'est même pas ce qui m'a le plus blessée. Pendant la fête, elle a pris la parole devant tout le monde, sans que personne ne lui demande rien. Merci à tous d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous avez aussi hâte que moi de rencontrer la petite Charlotte, a-t-elle annoncé à l'assemblée. Un silence de mort a envahi la pièce. Personne n'était au courant du prénom. On ne l'avait même pas encore choisi définitivement. Il n'était inscrit que dans notre journal de grossesse, planqué dans notre table de nuit. Ce qui voulait dire qu'elle avait forcément fouiné dans nos affaires lors d'une visite. Sans réfléchir, je me suis levée lentement. « Tu n'es pas invitée en salle d'accouchement ?» Tout le monde a retenu son souffle en voyant son visage devenir cramoisi. « Tu ne peux pas m'empêcher d'assister à la naissance de ma petite fille », a-t-elle soufflé. « Crois-moi, tu peux toujours essayer. » La moitié de la famille est partie avec elle. L'autre est restée, mais la fête était fichue, l'ambiance plombée. Ce soir-là, elle a posté sur Facebook qu'elle était rejetée par sa petite fille à cause d'une fille ingrate. Les jours suivants ont été plutôt calmes, si ce n'est quelques messages et publications passifs-agressifs de sa part sur les réseaux. Mais la semaine précédant la date prévue de mon accouchement, c'est carrément parti en vrille. J'étais en train de faire la sieste dans le salon quand j'entends la porte s'ouvrir brusquement. Ma mère, debout sur le seuil, une clé à la main. « Ah, te voilà, je viens m'excuser. Alors laisse-moi assister à la naissance de ma petite fille. D'accord ?» a-t-elle lancé comme si de rien n'était. J'ai senti la panique monter en apercevant la clé. Oublie la salle d'accouchement. Là, on touchait carrément à l'intrusion. Ce n'était plus normal. C'était de l'obsession pure. J'ai appelé mon mari pour qu'il la raccompagne dehors et qu'il lui prenne ses clés. Dès qu'elle a franchi le seuil, j'ai dit à mon mari, tremblante, « Il faut changer toutes les serrures. » Ma mère, elle a perdu tout contrôle. Comme je le craignais, elle est revenue le soir même, mais cette fois avec une détermination flippante. « Si je ne peux pas voir ma petite fille, personne ne la verra. » a-t-elle menacé. Je suis restée figée, fixant la clé dans sa main, ces mots résonnant dans ma tête. Mon mari a réagi au quart de tour, s'est interposé entre nous et, d'un ton que je ne lui connaissais pas, lui a dit de partir tout de suite, que ses propos étaient totalement inacceptables. Elle a voulu protester, mais il la poussait déjà vers la porte, déterminée. J'étais comme paralysée, incapable de faire un geste. Je l'ai juste regardé la raccompagner jusqu'à sa voiture. Je tremblais tellement que j'avais du mal à tenir mon téléphone. Je n'arrêtais pas de repenser à ses paroles, à me demander si elle serait vraiment capable de faire quelque chose de grave, à moi, au bébé, ou de péter les plombs. Depuis la fenêtre, je la voyais s'énerver contre mon mari dans l'allée. Les gestes brusques, mais il restait imperturbable, la main tendue jusqu'à ce qu'elle lui rende la clé.
Elle a fini par monter dans sa voiture et partir, et j'ai enfin pu souffler. Mon mari est rentré, a verrouillé la porte derrière lui, puis a tout inspecté, fenêtre comprise. Pendant ce temps, j'étais déjà en train de chercher un serrurier sur mon téléphone, les doigts tremblants. J'en ai trouvé un en urgence, rendez-vous pris pour 8 heures le lendemain matin, ce qui me paraissait une éternité. Mon mari m'a demandé si ça allait, j'ai juste secoué la tête. Non, rien n'allait, du tout. Après avoir raccroché avec le serrurier, j'ai compris qu'il me fallait l'avis de quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui pourrait m'expliquer quelles étaient mes options. J'ai composé le numéro de la police, pas pour une urgence, et j'ai tout raconté à la femme qui m'a répondu. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a mise en contact avec un officier, Brandon Banks, qui m'a demandé de tout reprendre depuis le début. Je lui ai raconté la révélation du sexe du bébé, la baby shower, les fouilles dans nos affaires, la clé, et surtout la menace qu'elle venait tout juste de proférer. Il n'a pas semblé surpris, ni pensé que j'en faisais trop, ce qui m'a rassurée. Il m'a expliqué qu'il fallait que je commence à noter dans le détail tout ce qu'elle faisait. Date, heure, mots exacts quand c'était possible. Il m'a dit de bien indiquer qui était présent à chaque incident et de garder tous les messages ou publications qu'elle pouvait faire sur les réseaux sociaux. Il m'a conseillé que si jamais son comportement empirait, je pourrais envisager de demander une ordonnance d'éloignement temporaire. Et il m'a donné sa ligne directe au cas où il se passerait autre chose. J'ai tout griffonné sur un bout de papier, la main encore tremblante. Mon mari voulait prévenir ses parents tout de suite pour leur raconter ce qui venait de se passer, mais je n'étais pas sûre qu'on doive en parler à tout le monde aussi vite ou attendre d'avoir changé les serrures. On s'est bien disputé à ce sujet. Lui voulait devancer la version que ma mère raconterait sûrement, et moi, j'avais peur que ça ne fasse qu'envenimer la situation. Il a insisté sur le fait que ma mère était probablement déjà en train de téléphoner à tout le monde pour se faire passer pour la victime et que si on tardait, elle aurait gagné d'avance. J'ai eu du mal à l'admettre, mais il avait raison. On a finalement décidé d'envoyer un seul message à toute la famille en même temps, juste pour donner les faits, histoire qu'on ne puisse pas dire derrière qu'on cachait quelque chose ou qu'on exagérait. On a préféré attendre la soirée pour bien réfléchir à ce qu'on allait écrire. À 11h, j'ai rédigé un message pour le groupe familial. J'ai expliqué que ma mère avait utilisé une clé dont on ignorait l'existence pour entrer chez nous sans autorisation et qu'elle avait tenu des propos menaçants au sujet du bébé. J'ai précisé qu'elle n'était plus la bienvenue chez nous jusqu'à nouvel ordre et qu'on renforçait la sécurité de la maison. J'ai fait court, factuel, sans émotion, juste pour que tout soit clair. Mon mari, pendant ce temps, était sur son téléphone en train de vérifier notre appli domotique et il s'est rendu compte qu'on avait donné à ma mère l'accès à l'ouvre-porte du garage il y a plusieurs mois quand elle venait nous aider pour les livraisons. Il lui a retiré cet accès, puis a revu tous les autres accès qu'on pouvait contrôler depuis l'application. On a changé le code du clavier de la porte latérale et verrouillé toutes les autorisations sur l'appli. Mon téléphone n'a pas tardé à vibrer avec des réponses, mais je l'ai posé face contre la table, sans même regarder. J'ai essayé d'aller me coucher, mais j'entendais le moindre bruit. Chaque craquement de la maison, chaque voiture qui passait, chaque branche qui frappait la fenêtre me donnait l'impression qu'elle revenait. Je n'arrêtais pas d'imaginer qu'elle essayait sa clé dans la serrure, qu'elle s'énervait de voir que ça ne marchait plus et qu'elle finirait par vouloir casser une vitre ou forcer une porte. J'ai fini sur le canapé, toutes les lumières du salon allumées, emmitouflée dans une couverture alors que je n'avais même pas froid. Mon mari m'a trouvée là vers 2h du matin et il n'a même pas essayé de me convaincre de retourner au lit. Il a juste commencé à faire le tour de la maison, à vérifier chaque verrou de fenêtre et de porte encore et encore. Je dormais à peine 20 minutes d'affilée avant de sursauter, persuadée d'avoir entendu quelque chose. Ça a duré jusqu'au lever du jour, et là, j'ai enfin pu fermer les yeux un peu plus longtemps. Le serrurier est arrivé pile à 8h, comme promis, et s'est mis tout de suite au travail. Il a changé les serrures de la porte d'entrée et de la porte de derrière, puis mon mari lui a demandé ce qu'on pouvait faire de plus pour la sécurité. Il a alors installé des barres de sécurité massives qu'on peut coulisser de l'intérieur, et il a aussi posé des capteurs sur les fenêtres qui enverront une alerte sur mon téléphone si jamais l'une d'elles est ouverte. Je l'ai regardé retirer les vieilles serrures. J'avais l'impression de voir tomber des chaînes, même si la fatigue était telle que j'avais mal partout. Mon dos me lançait à force d'avoir dormi sur le canapé, et je tenais à peine debout. Mais je m'en moquais, parce qu'au moins, maintenant, ma mère ne pouvait plus entrer chez nous comme bon lui semblait. Le serrurier a tout vérifié 2 fois, nous a montré comment fonctionnaient les nouvelles serrures, puis nous a remis les seules copies des clés. Après son départ, on est restés là, tous les deux, à regarder les verrous neufs, trop épuisés pour dire un mot. Vers 10h30, l'agent Banks m'a rappelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai expliqué pour le serrurier et les nouvelles mesures de sécurité. Il m'a dit que c'était une bonne chose. Il m'a ensuite expliqué la procédure si jamais je décidais de demander une ordonnance de protection temporaire. Il faudrait aller au tribunal, remplir un dossier pour raconter le comportement de ma mère et expliquer pourquoi je me sentais menacée. Un juge examinerait la demande et déciderait s'il accorde ou non une protection temporaire, puis il y aurait une audience où chacun pourrait donner sa version. Il m'a conseillé de conserver tous les textos,
messages vocaux, publications Facebook, absolument tout ce que ma mère pourrait envoyer ou poster. Il m'a aussi suggéré de parler à mes voisins, au cas où ils auraient remarqué quelque chose d'inhabituel autour de la maison, comme la voiture de ma mère ou sa présence dans le quartier. J'ai tout noté, même si j'avais la main crispée de fatigue. Juste après avoir raccroché, j'ai appelé la maternité où je comptais accoucher. Après avoir été transférée à plusieurs reprises, je suis tombée sur une infirmière du service maternité, Martha Chang. Je lui ai expliqué toute la situation et demandé ce qu'on pouvait faire pour empêcher ma mère de débarquer à l'hôpital pendant mon accouchement. Martha n'a pas eu l'air étonnée, comme si elle avait déjà eu affaire à ce genre d'histoire. Elle m'a assuré qu'elle pouvait mettre un mot de passe sur mon dossier, histoire que personne ne puisse obtenir la moindre info sur moi sans ce mot de passe, pas même savoir si j'étais hospitalisée. Elle a ajouté le nom de ma mère à une liste spéciale d'interdictions de visite et a prévenu la sécurité. Elle m'a aussi expliqué que le service maternité restait fermé à clé, qu'il fallait être appelé pour entrer et qu'aucune information ne serait donnée sans le mot de passe. J'ai ressenti un immense soulagement. Au moins, c'était une chose de moins à redouter. Martha m'a donné sa ligne directe et m'a dit de l'appeler si jamais j'avais d'autres inquiétudes ou besoin de revoir le plan de sécurité. Cet après-midi-là, mon père a téléphoné. J'ai presque ignoré l'appel, mais finalement, je me suis dit qu'il valait mieux entendre ce qu'il avait à dire. Il a commencé par me dire que ma mère était très affectée et qu'il fallait comprendre qu'elle était simplement enthousiaste à l'idée de devenir grand-mère. Je lui ai répondu que forcer l'entrée chez quelqu'un et menacer un bébé, ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était du contrôle. Il a rétorqué que je dramatisais tout à cause de mes hormones et que j'y verrais plus clair une fois calmée. J'ai senti la colère monter et je lui ai dit que les hormones n'avaient rien à voir là-dedans, que le vrai problème c'était le franchissement de limites inacceptables par ma mère. Il a ressorti son éternel discours du genre « ça reste ta mère » et « en famille on se pardonne » et j'ai fini par lui raccrocher au nez. Je ne supportais plus qu'il lui trouve des excuses, surtout pas après tout ce qui venait de se passer en à peine 24 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé, la nuque en vrac et le corps tout raide. J'ai attrapé mon téléphone et la première chose que j'ai vue, c'était une notification Facebook. Ma sœur avait posté à 2 heures du matin « C'est triste quand certains coupent les ponts avec leur famille pour de simples malentendus, au lieu de choisir le pardon. » J'ai immédiatement fait une capture d'écran que j'ai rangée dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve » avec la date et l'heure. Ça me paraissait un peu mesquin d'amasser des captures comme ça, mais l'agent Banks m'avait dit de tout conserver, alors je le faisais. J'ai ajouté sur mon téléphone une note pour préciser qui avait pu voir la publication et à quelle heure elle avait été postée. Mon mari est descendu vers 7 heures et m'a trouvé encore sur le canapé, absorbé par mon téléphone. Il s'est assis à côté de moi et je lui ai montré le poste de ma sœur. Il avait l'air aussi épuisé qu'énervé. On en a parlé un moment et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait absolument éviter que ma mère tente de m'approcher en passant par lui. Il a sorti son portable sans attendre et s'est mis à la bloquer partout. D'abord son numéro, puis son adresse mail, ensuite Facebook, Instagram, même LinkedIn. Je l'observais faire et je ressentais un vrai soulagement, parce que ça signifiait qu'on était vraiment solidaires là-dedans. On s'est promis que plus jamais aucun de nous deux ne parlerait à ma mère seule. Si jamais elle arrivait à contacter l'un de nous, on se le dirait aussitôt et on ne lui répondrait qu'ensemble, si on répondait tout court. Après qu'il a fini de tout bloquer, j'ai senti le besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai récupéré un carnet dans le tiroir du bureau et je me suis installée à la table de la cuisine. J'ai couché sur le papier tout ce dont je me souvenais concernant le comportement de ma mère ces derniers mois. L'annonce de la grossesse à Noël, les photos de l'échographie publiées sur Facebook, la catastrophe de la révélation du sexe du bébé, la mainmise sur la baby shower, la fameuse robe assortie, l'annonce du prénom, l'intrusion dans notre chambre, l'histoire de la clé, la menace envers le bébé. J'ai noté les phrases exactes quand ça me revenait et indiqué qui avait été témoin de chaque. Arsène. Il m'a fallu près d'1 heure pour tout écrire. Une fois fini, je suis restée là à relire ce que j'avais noté. Voir tout noir sur blanc m'a fait prendre conscience du nombre d'excuses que j'avais trouvées pour elle. Je me répétais qu'elle était juste enthousiaste, qu'elle ne le pensait pas vraiment, ou que ce n'était pas si grave. Mais devant l'ensemble du tableau, c'était bien plus grave que ce que je voulais admettre. Vers 10 heures ce matin-là, notre voisin John est passé nous voir avec du courrier qui avait été livré chez lui par erreur. Je l'ai remercié et allé refermer la porte quand il m'a dit qu'il voulait me signaler quelque chose. Il avait l'air un peu gêné, mais il m'a confié qu'il avait vu la voiture de ma mère rouler très lentement devant chez nous vers minuit, 2 nuits plus tôt. J'ai eu l'estomac noué. 2 nuits plus tôt, c'était avant qu'elle ne débarque avec la clé. Ça voulait dire qu'elle nous surveillait déjà, et plus tôt que je ne le pensais. J'ai demandé à John s'il était bien sûr que c'était sa voiture. Il m'a confirmé que oui. Il l'avait reconnue parce qu'elle se garait toujours chez nous quand elle venait. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu, et je suis rentrée, écœurée. J'ai raconté à mon mari ce que John venait de dire, et on s'est regardé en silence. Il n'a rien dit pendant une bonne minute,
Puis il est allé directement sur son ordinateur pour chercher des caméras de surveillance. À midi, il avait commandé une sonnette vidéo livrée en express. Dès qu'elle est arrivée le lendemain, il l'a aussitôt installée. Il lui a fallu environ 1 heure pour la fixer et la relier à nos téléphones. On l'a testée plusieurs fois en allant jusqu'à la porte, puis en regardant la notification s'afficher sur nos portables avec la vidéo en direct. Savoir qu'on aurait une preuve vidéo si jamais ma mère revenait m'a apporté un peu de réconfort. La caméra enregistrait tout et sauvegardait les images dans le cloud. Donc même s'il arrivait quelque chose à la caméra, les enregistrements étaient protégés. Ce même après-midi, un énorme bouquet de fleurs a été livré chez nous. Le livreur m'a tendu une composition gigantesque, pleine de roses roses, de gypsophiles et de fleurs sophistiquées. Il y avait une carte accrochée. En la lisant, mes mains se sont mises à trembler. Rendez-vous en salle d'accouchement. J'ai hâte de rencontrer ma petite fille. J'étais tellement furieuse que j'en voyais trouble. Elle prenait tout ça à la légère, comme si je n'avais pas été claire. J'ai pris des photos de la carte et du bouquet sous tous les angles, en veillant bien à ce que la carte soit visible. Ensuite, j'ai appelé une maison de retraite du coin pour leur demander s'ils acceptèrent les dons de fleurs. Ils ont dit oui, alors j'y suis allée et j'ai tout laissé là-bas. Je ne voulais rien conserver venant d'elle à la maison. Le lendemain matin, j'avais mon premier rendez-vous avec une thérapeute du nom de Léa, spécialiste des questions de limites familiales. Mon médecin traitant me l'avait recommandé après que je l'ai appelée en larmes à cause de toute cette histoire. Son cabinet était dans un petit immeuble au centre-ville, et en arrivant, j'ai tout de suite vu qu'elle était d'un calme rassurant. Nous avons discuté presque 1 heure de tout ce qui s'était passé. Rien ne semblait la déstabiliser. Elle m'a expliqué qu'elle avait déjà accompagné de nombreuses familles confrontées à des intrusions similaires, et que l'attitude de ma mère était effectivement préoccupante. Grâce à elle, j'ai pu commencer à réfléchir à un plan de sécurité pour anticiper toutes sortes de situations. Si ma mère débarquait à l'hôpital, tentait de contacter la famille de mon mari ou publiait quelque chose de grave sur les réseaux sociaux. Léa m'a également montré des exercices de respiration pour les moments de panique. Elle m'a rappelé que je devais penser avant tout à moi et au bébé, et que cela passait par une bonne gestion de mon stress. Je suis sortie de son bureau avec le sentiment, enfin, d'être comprise. 2 jours plus tard, je retournais au commissariat pour retrouver l'agent Banks, qui m'avait demandé de venir pour qu'on élabore ensemble une mise en demeure. On s'est installé dans une petite salle, il a ouvert un modèle sur son ordinateur et on a rédigé le document en précisant le comportement de ma mère et ce qu'elle devait cesser de faire. Plus de contacts, plus de visites chez moi, interdiction d'approcher l'hôpital, ni de publier quoi que ce soit sur moi ou le bébé. L'agent Banks m'a expliqué qu'on n'allait pas envoyer la lettre tout de suite, mais la garder prête au cas où je devrais demander une ordonnance d'éloignement. Cela prouverait que j'avais tenté d'autres démarches avant. Il a tout sauvegardé et m'a envoyé le document par mail. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'hôpital où j'allais accoucher pour parler à la maternité et on m'a passé à Martha, encore une fois. C'était l'entretien de préadmission, on a passé en revue le dossier médical, mais je voulais surtout boucler le plan de sécurité. On a choisi ensemble un mot de passe pour mon arrivée, papillon, parce qu'il était impossible à deviner pour ma mère. Martha m'a rassurée. Personne ne passera ses portes sans votre mot de passe, même ceux qui prétendent être de la famille ou qui veulent te faire du scandale. Elle m'a donné son numéro direct et m'a dit de l'appeler au moindre souci. À ce moment-là, je commençais à croire que tout était enfin sous contrôle, quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, puis j'ai pensé que ça pouvait être l'hôpital ou la police. J'ai décroché et j'ai reconnu tout de suite la voix de ma sœur, qui n'a même pas dit bonjour. Elle a attaqué sans détour. « Tu es en train de détruire la famille. Tu brises le cœur de maman. Tu es égoïste et cruel, et tu vas le regretter. » Elle continuait, inlassablement, et je sentais la colère et l'angoisse monter. J'avais la tête qui chauffait, le cœur qui battait à tout rompre. J'ai tenté de l'interrompre, mais elle ne me laissait pas placer un mot. À bout, je lui ai raccroché au nez en pleine phrase. Je suis restée là, le téléphone à la main, toute tremblante. Mon mari est arrivé, inquiet, et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué que c'était ma sœur, et il a tout de suite eu l'air furieux. Il a pris mon téléphone et a bloqué ce numéro. Ensuite, il m'a fait asseoir et m'a guidée dans les exercices de respiration que Léa m'avait appris, jusqu'à ce que je retrouve mon calme. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je me suis installée à la cuisine, téléphone à la main, et j'ai commencé une liste. J'ai ouvert un nouveau document, intitulé « Contact d'urgence ». Tout en haut, le numéro direct de l'agent Banks, puis la ligne de sécurité de l'hôpital que m'avait donnée Martha. J'ai ajouté l'avocate, puis John, qui veille sur nous. J'ai tout organisé par situation. Si ma mère débarquait chez nous, appeler John d'abord, puis la police, à l'hôpital, prévenir Martha et la sécurité, pour un conseil juridique, joindre l'avocate. Rien que de rédiger cette liste, j'avais enfin l'impression de reprendre un peu le dessus. Le lendemain matin, mon mari est descendu, l'air préoccupé,
téléphone en main. Il m'a montré un mail arrivé pendant la nuit sur son adresse pro. C'était ma mère. L'objet annonçait « Informations importantes concernant votre épouse ». À la lecture, mes mains se sont mises à trembler. Un long message détaillait que je faisais une dépression nerveuse à cause des hormones, qu'il devait protéger notre fille de mon instabilité, que j'isolais le bébé d'une famille aimante, et que cela prouvait une psychose postpartum, alors que je n'avais même pas encore accouché. Elle proposait son aide à mon mari pour me faire soigner, car j'en avais désespérément besoin. Mon mari, gêné, m'a dit qu'il espérait que ses collègues n'avaient pas vu le mail. Il me l'a transféré pour mes dossiers, puis a prévenu les RH de sa boîte et bloqué l'adresse de ma mère. J'ai sauvegardé le mail et fait une capture d'écran avec la date pour mes preuves. Le soir venu, on s'est retrouvés sur le canapé, il a pris mes mains et m'a regardé dans les yeux. « Je suis à 100% avec toi. Personne ne me fera douter de ça. » Il a ajouté « Voir ta mère empirer m'a prouvé que tu as été bien trop patiente, pas trop dure. Je suis fière de toi de protéger notre famille, et je ferai tout pour nous. » J'ai fondu en larmes, soulagée. J'avais tellement peur que ma mère arrive à tout retourner et qu'il finisse par douter de moi. L'entendre me rassurer m'a fait me sentir moins seule. 2 jours plus tard, je revoyais la psy, à qui j'ai montré toutes les nouvelles preuves. Le mail, les appels de ma sœur, ses messages. Léa m'a alors aidée à comprendre quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé. Elle m'a dit « En réalité, tu fais le deuil de la mère que tu aurais aimé avoir, pas de celle que tu as eue. » Elle m'a expliqué qu'il était parfaitement normal de ressentir de la tristesse à l'idée de poser des limites, même si elles sont essentielles pour te protéger. Elle a ajouté que cette peine ne voulait pas dire que je faisais un mauvais choix, simplement que j'étais humaine et que j'avais espéré autre chose. Ces mots m'ont profondément touchée, car effectivement, il m'arrivait d'être triste, même en sachant que j'agissais pour mon bien. Je n'étais pas en deuil de la présence réelle de ma mère, qui n'avait été qu'une source d'angoisse et de contrôle, mais de l'idée d'avoir une mère normale, respectueuse. Léa m'a appris que je pouvais renoncer à ce rêve tout en continuant à me protéger, moi et mon bébé. Le lendemain de cette séance, John est venu frapper à notre porte, visiblement mal à l'aise. Mon mari l'a fait entrer et John a sorti son téléphone. Il m'a dit « Je trouve ça un peu gênant de te montrer ça, mais je pense que tu dois être au courant. » Il a ouvert son application de vidéosurveillance et m'a montré une séquence filmée 3 nuits plus tôt. L'horloge affichait 2 heures du matin. Sur la vidéo, on voyait ma mère tourner autour de la maison, très lentement, s'approcher de plusieurs fenêtres, coller ses mains contre les vitres pour regarder à l'intérieur. Elle avait essayé d'ouvrir le portillon du jardin, mais il était verrouillé. Elle avait ensuite contourné la maison avant de rester un moment sur le perron, à fixer la porte d'entrée. J'en avais la nausée rien qu'à regarder ça. Ce n'était plus simplement des visites en journée ou des messages. Elle rôdait désormais autour de chez nous la nuit pour épier à travers les fenêtres. John m'a expliqué que sa caméra avait détecté du mouvement et que c'est comme ça qu'il avait découvert la scène. Il m'a proposé de m'envoyer la vidéo. J'ai accepté sans hésiter. Je l'ai sauvegardée dans mon dossier de preuves et je l'ai remercié d'avoir eu le courage de m'en parler, même si ce n'était pas facile. Après le départ de John, mon mari et moi nous sommes regardés et on s'est dit qu'il fallait aller déposer plainte tout de suite. Nous sommes donc allés au commissariat l'après-midi même et avons demandé à voir l'agent Banks. Il est venu nous chercher et nous a installés dans une petite salle de réunion. Je lui ai montré tous les éléments que j'avais réunis. Les emails, les textos, les messages Facebook, les appels de ma sœur, la vidéo de John où l'on voit ma mère rôder autour de la maison la nuit. L'agent Banks a été d'une grande bienveillance tout en restant très professionnel. Il n'a pas semblé surpris ni pensé que j'exagérais. Il a tout enregistré avec soin dans leur système, prenant des notes sur le schéma de comportement et la dégradation de la situation, en soulignant particulièrement la vidéo de la caméra du voisin et les propos menaçants de ma mère. Il nous a expliqué que tout cela serait intégré dans un rapport officiel et que je pourrais m'en servir en cas de demande d'ordonnance d'éloignement. Il nous a remercié d'avoir tout documenté aussi précisément, car ce genre de preuve fait réellement la différence dans ce type d'affaires. Ce soir-là, avant de me coucher, je suis allée sur Facebook et j'ai découvert que ma mère avait publié un nouveau message public. J'ai eu le cœur au bord des lèvres en le lisant. Elle y donnait le nom exact de la maternité où j'allais accoucher, affirmant qu'elle serait présente quoi qu'en disent les autres, car selon elle, rien ne pourrait empêcher une grand-mère de rencontrer son petit enfant. Elle avait même identifié plusieurs membres de la famille dans son poste. J'ai aussitôt fait une capture d'écran avant d'appeler Martha, complètement paniquée. Il était tard, mais elle m'avait bien dit de la joindre à n'importe quelle heure si quelque chose survenait. Martha a décroché tout de suite et m'a écoutée pendant que je lui expliquais ce qui venait de se passer sur Facebook. Elle m'a rassurée et m'a dit qu'on allait s'occuper de tout. Dès le lendemain matin, elle m'a rappelé pour m'annoncer qu'elle avait pris contact avec la sécurité de l'hôpital. Ils allaient ajouter une mention spéciale à mon dossier. Cela signifiait que si quelqu'un appelait ou se présentait pour obtenir des informations sur moi, le personnel ne confirmerait même pas ma présence parmi les patientes. Il répondrait simplement qu'il n'était pas autorisé à communiquer ce genre d'informations.
Martha m'a expliqué qu'ils avaient l'habitude de gérer des situations familiales difficiles, voire du harcèlement, et qu'ils prenaient très au sérieux la sécurité des patientes. Elle a ajouté que l'équipe de sécurité était formée à ce genre de situation et qu'ils veilleraient à ce que ma mère ne puisse pas franchir les portes sécurisées de la maternité. Savoir que l'hôpital avait tout prévu m'a un peu soulagée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de ma sœur que j'ai failli effacer sans le lire. Finalement, je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il s'agissait d'une invitation officielle. Elle proposait une réunion de famille chez mes parents la semaine suivante, sous prétexte d'une intervention familiale, pour tenter de régler le problème. Elle assurait que tout le monde serait là, que l'on pourrait discuter calmement et trouver une solution. Une part de moi avait envie d'y aller, dans l'espoir de tout arranger, d'apaiser les choses. Mais au fond, je savais que ce n'était pas une bonne idée. J'ai appelé mon mari pour lui lire l'invitation, il m'a dit que ça sentait le piège à plein nez. Quand j'ai appelé Léa, elle était du même avis. Entrer dans une pièce où tout le monde a déjà décidé que tu es en tort, c'est leur donner l'occasion de se liguer contre toi et de te faire craquer. Elle m'a rappelé que j'avais déjà tenté plusieurs fois de fixer des limites et qu'elles avaient systématiquement été ignorées. Une intervention n'y changerait rien. J'ai donc répondu à ma sœur pour décliner l'invitation, puis j'ai ajouté la capture d'écran à mon dossier de preuve, comme un élément supplémentaire montrant la pression que je subissais. Lors de la séance suivante avec Léa, on a travaillé sur du concret. Elle m'a dit qu'il me fallait une phrase simple à sortir si jamais un membre de la famille parvenait à m'avoir au téléphone ou à me coincer quelque part. On en a trouvé 2. Je ne discuterai pas de ça. Cette conversation est terminée. Et c'est tout. Juste ces 2 phrases. Léa m'a fait les répéter encore et encore jusqu'à ce que je puisse les dire sans trembler ni m'excuser ensuite. Elle m'a expliqué que la clé, c'est de ne pas se justifier, de ne pas expliquer, de ne pas débattre. Juste poser la limite, puis mettre fin à la discussion. On a fait des jeux de rôle avec différents scénarios où des membres de la famille essayaient de me culpabiliser ou de me contredire. Et à chaque fois, je répétais mes 2 phrases et faisais semblant de raccrocher ou de m'en aller. À la fin de la séance, j'avais vraiment le sentiment que je pourrais le faire si jamais ça devenait nécessaire. Le lendemain matin, j'ai retrouvé l'agent Banks au tribunal. Il m'a accompagné pas à pas pour remplir tous les papiers nécessaires à la demande d'ordonnance de protection temporaire. J'avais les mains qui tremblaient en écrivant les dates et les détails de ce que ma mère avait fait, et le fait de tout mettre noir sur blanc rendait les choses encore plus réelles. Et franchement, ça me terrifiait. L'agent Banks a pris le temps de tout m'expliquer. Il m'a aidé à mettre de l'ordre dans les documents, en me précisant ce que le juge attendait concrètement et comment présenter l'ensemble du comportement de ma mère. J'ai dû détailler l'histoire de la révélation du sexe du bébé, l'annonce du prénom à la baby shower, l'intrusion avec la clé, ses menaces et toutes ses publications sur Facebook. Quand la partie administrative a enfin été terminée, nous sommes allés chez John pour qu'il signe une déclaration officielle sur ce qu'il avait vu lui-même. John avait noté toutes les dates et heures où il avait aperçu la voiture de ma mère tourner devant chez nous, et il avait aussi récupéré des images de vidéosurveillance où on la voyait essayer de regarder à travers nos fenêtres. Pouvoir compter sur un voisin prêt à mettre noir sur blanc ce qu'il avait vu, c'était énorme pour moi. Ça prouvait que je n'exagérais rien, que tout était bien réel. On a fait certifier la déclaration à la banque, puis elle a rejoint mon dossier. Une fois de retour au tribunal, j'ai ressenti le besoin pressant d'aller aux toilettes, et c'est là que tout m'est tombé dessus d'un coup. Je me suis enfermée dans une cabine et j'ai fondu en larmes, à tel point que j'ai cru que j'allais vomir. Je me suis retrouvée face à la réalité. C'était ma propre mère, et j'en étais là, à remplir des papiers pour l'empêcher de m'approcher. J'ai pris sur moi, je me suis passé un peu d'eau sur le visage et je suis allée remettre tous les documents au greffe. La greffière a tout vérifié, tamponné les papiers, et l'agent Banks m'a soufflé « Tu as bien fait, c'était la seule chose à faire ». Le soir même, vers 20h, 2 policiers ont frappé à notre porte. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque en pensant qu'il était arrivé quelque chose de grave. Ils nous ont expliqué que quelqu'un avait signalé qu'une femme enceinte était retenue contre son gré à notre adresse. Ils ont été adorables, et en comprenant qu'il ne s'agissait que d'un canular, ils se sont excusés. Ils ont vu que tout allait bien, que mon mari ne me séquestrait pas et que notre maison était tout à fait normale. L'un d'eux m'a même précisé qu'il allait signaler dans leur système qu'il s'agissait très probablement d'un appel malveillant, sûrement de la part de ma mère pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il a ajouté que ce genre de fausse alerte était un vrai délit, et que si ça recommençait, il lancerait une enquête pour remonter jusqu'à l'auteur de l'appel. Après leur départ, je suis restée longtemps assise, tremblante, sur le canapé, en réalisant que ma mère était allée jusqu'à détourner les services d'urgence pour nous harceler. Elle faisait perdre du temps et des ressources à la police juste pour se venger. L'agent Banks m'a appelé dès le lendemain matin, avant même que j'aie fini mon café. Il était déjà au courant du contrôle de bien-être et m'a dit très clairement que là, on avait dépassé les bornes. Il m'a expliqué qu'il fallait absolument déposer la demande d'ordonnance de protection tout de suite parce que le comportement de ma mère devenait carrément inquiétant. On a passé près d'1 heure au téléphone.
Il m'a aidé à rédiger une attestation détaillant l'ensemble du schéma de comportement. Il m'a expliqué ce à quoi je devais m'attendre à l'audience, comment me présenter devant le juge et quel genre de questions on pouvait me poser. Il a ajouté que cette fausse alerte au contrôle de bien-être était en réalité une preuve importante, parce qu'elle montrait que ma mère était prête à mentir aux autorités et à détourner les services d'urgence. J'avais la nausée en réalisant que tout cela impliquait désormais la police et la justice. Mais l'agent Banks n'a pas arrêté de me rassurer, me rappelant que je faisais tout ce qu'il fallait pour protéger ma famille. Je suis retournée au tribunal dans l'après-midi même pour déposer mon dossier complet auprès de la greffière. Elle a tout passé en revue, y compris les pièces jointes, puis elle m'a annoncé qu'elle acceptait mon dossier et qu'une date d'audience allait être fixée. J'ai senti mon cœur se serrer quand elle m'a dit que l'audience aurait lieu dans 5 jours. C'était vraiment juste avant ma date d'accouchement et ça m'angoissait énormément à cause du timing. Mais la greffière m'a assuré qu'au vu du comportement menaçant de ma mère et de ma grossesse, mon dossier avançait aussi rapidement que possible dans le système et que le juge prenait ce genre de situation très au sérieux. Il examinerait toutes mes preuves avant l'audience. Je suis sortie du tribunal partagée entre le soulagement de voir la justice prendre mon cas au sérieux et l'angoisse de voir les choses s'accélérer autant. De retour à la maison, mon mari m'a montré un email envoyé par ma mère, avec pour objet, écrit en majuscule, « Dernière chance ». J'ai senti la pression monter en lisant son message où elle exigeait des excuses de notre part et réclamait d'être réintégrée dans notre vie avant la naissance du bébé. Elle écrivait que c'était maintenant ou jamais pour tout réparer et qu'elle ne serait plus aussi conciliante si l'on tardait davantage. Mon mari n'a pas répondu à l'email. Il m'a dit qu'il n'en avait pas l'intention. On a sauvegardé le message et on l'a ajouté au dossier parce qu'il montrait bien qu'elle essayait encore de franchir mes limites et de se positionner en victime. Le fait qu'elle l'ait envoyé à mon mari et pas à moi prouvait bien sa volonté de le manipuler et de semer la zizanie entre nous. Lors de la séance suivante avec ma thérapeute, Léa m'a proposé un exercice qui m'a paru à la fois dur et indispensable. Elle m'a expliqué que je devais établir un plan de silence médiatique pour la semaine de mon accouchement, décider précisément qui serait mis au courant et m'assurer que ces personnes comprenaient bien qu'il était formellement interdit de publier quoi que ce soit en ligne. On a passé toute la séance à réduire la liste des personnes en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Je me suis rendu compte que je ne pouvais rien dire à mon père, car il avertirait aussitôt ma mère, ni à la plupart de ma famille élargie, qui prenait systématiquement le parti de ma mère sur les réseaux sociaux. Au final, il ne restait plus que 3 personnes sur la liste. Les parents de mon mari et ma meilleure amie de la fac. Les seuls qui avaient déjà prouvé qu'ils savaient garder quelque chose pour eux et qu'il était impensable pour eux de publier quoi que ce soit sur Facebook ou Instagram. Léa m'a fait répéter mot pour mot ce que je devais dire à chacun pour leur expliquer pourquoi il ne fallait surtout pas ébruiter la nouvelle. 2 jours plus tard, je rentre d'un rendez-vous médical et je découvre un paquet cadeau posé sur le pas de la porte. À l'intérieur, une carte de ma sœur. C'était un cadeau pour le bébé. Elle espérait que je l'accepterais, même si nous ne nous parlions plus. J'ai eu envie de tout jeter sans même regarder, mais j'ai fini par ouvrir le paquet. C'était un éléphant en peluche adorable, tout doux, parfait pour un nourrisson. J'ai eu un petit moment d'émotion, 5 secondes à peine, avant de serrer la peluche et de sentir quelque chose de dur à l'intérieur. J'ai déchiré la couture, et là, je découvre un AirTag bien planqué dans le rembourrage. Mes mains se sont mises à trembler si fort que l'éléphant m'a échappé. Quelqu'un avait sciemment caché un traceur dans un cadeau pour bébé. Ma sœur, ma mère, ou les deux ensemble, ça ne faisait aucun doute. C'était préparé. Leur idée, c'était de suivre nos déplacements, ou peut-être de savoir quand partir à la maternité. Impossible de réfléchir, je suffoquais. Mon mari m'a trouvée assise par terre, l'AirTag entre les mains, complètement sous le choc. Il a immédiatement réagi, a appelé l'agent Banks pendant que je restais là, incapable de bouger, a essayé d'encaisser que ma propre famille puisse aller jusque-là. Dès le lendemain matin, nous sommes allés au commissariat pour déposer un complément de plainte, cette fois sur le traceur. L'agent Banks a pris en photo la peluche, la couture déchirée, l'AirTag et la carte de ma sœur. Il a ajouté tout ça au dossier pour l'ordonnance d'éloignement et nous a expliqué que même si c'était horrible à vivre, ça renforçait nettement notre dossier devant le tribunal. Ce genre de manœuvre montrait un vrai schéma de comportement intrusif, obsessionnel, très loin des tensions familiales habituelles. Le juge verrait d'emblée que ma mère et ma sœur agissaient de concert pour me traquer et bafouer ma vie privée, et de façon de plus en plus grave. L'agent Banks a ajouté que ce traceur prouvait qu'elle préparait quelque chose, peut-être pour nous filer à la maternité ou débarquer n'importe où nous emmènerions le bébé. J'étais soulagée de voir qu'il prenait la chose autant au sérieux, mais plus effrayée que jamais. Ce même après-midi, mon père a appelé sur le portable de mon mari, pas le mien. Mon mari a mis le haut-parleur, et mon père a reconnu que ma mère avait piqué la clé de la maison sur son trousseau sans rien lui dire. Il avait remarqué la disparition de la clé quelques jours après l'incident et avait confronté ma mère. Elle avait avoué l'avoir prise, mais pour elle c'était normal. C'était son droit de grand-mère. Mon père avait l'air épuisé et triste en racontant ça.
J'ai cru, une seconde, qu'il allait enfin nous soutenir. Mais il a ajouté qu'il ne voulait pas faire de déclaration à la police parce qu'il refusait de trahir sa femme. J'ai ressenti une trahison de plus. Il savait ce qu'elle faisait et refusait malgré tout de nous aider à stopper tout ça. Il avait choisi d'être loyal à ma mère, plutôt que de protéger sa fille enceinte et sa future petite-fille. Mon mari l'a remercié pour l'info et a raccroché. Et moi, j'ai éclaté en sanglots, parce que je venais de perdre mes 2 parents en une seule histoire. Ce soir-là, mon mari a dressé une liste très stricte. Seules 2 personnes sauraient quand je partirais à la maternité. Ses parents, et c'est tout. Même ma meilleure amie ne serait prévenue qu'après la naissance. On voulait garder le cercle le plus fermé possible. Le lendemain, direction l'hôpital pour la dernière visite avant l'admission. Et on a répété le système de mots de passe avec l'équipe de la maternité. Martha nous a reçus. Elle nous a expliqué en détail comment ça se passerait le jour J. Le mot de passe à l'accueil, nos noms cachés partout dans le système. On a répété le mot de passe à voix haute, histoire que le moment venu, ça paraisse naturel. Le fait de tout anticiper, de tout tester, m'a vraiment apaisée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête, moins effrayée par l'idée d'accoucher. Je savais que l'hôpital nous soutenait, que ma mère ne pourrait pas tout gâcher en débarquant à l'improviste. Ce soir-là, en rentrant, j'ai commencé à croire que c'était possible, que notre bébé pouvait naître dans la sécurité sans que ma mère vienne tout détruire. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Vers minuit, je me suis installée à la table de la cuisine avec un carnet et j'ai commencé à écrire. J'ai mis sur le papier à quel point ça me faisait mal de perdre ma mère, mais aussi que je ne pouvais plus accepter ce comportement, juste sous prétexte qu'elle était de la famille. J'ai écrit que je voulais offrir à ma fille un environnement serein, protéger sa sécurité, plutôt que de vivre dans le chaos et la violation permanente de nos limites. Écrire tout ça m'a aidé à faire mon deuil, à me convaincre que je faisais le bon choix. J'ai plié cette lettre et l'ai glissée dans mon journal de grossesse pour pouvoir la relire si jamais je doutais. Le lendemain, à 8h30, mon téléphone sonne, c'est la greffière du tribunal. Elle m'annonce que l'ordonnance de protection provisoire est accordée grâce à toutes les preuves qu'on avait fournies. Elle m'explique que le juge a tout étudié, y compris le AirTag, la clé volée, les menaces et les images de la caméra du voisin. L'ordonnance impose à ma mère de rester à au moins 90 mètres de moi, de la maison et de l'hôpital où je dois accoucher. Un immense soulagement m'a envahi, enfin, une vraie protection. Mais la greffière m'a précisé que l'ordonnance ne serait réellement valable que lorsque ma mère aurait été officiellement notifiée en personne par un huissier. Tant qu'elle n'avait pas reçu les documents en main propre, l'ordonnance restait lettre morte. Le tribunal avait déjà envoyé un huissier chez elle ce matin-là pour lui remettre les papiers. J'ai attendu toute la journée près du téléphone, espérant une confirmation. Mais vers 16h, l'huissier m'a appelé. Ma mère refusait d'ouvrir la porte. Sa voiture était là, il entendait du bruit dedans, mais elle ne se montrait pas. Il avait laissé un mot sur sa porte et m'avait assuré qu'il retenterait le lendemain, mais c'était vraiment décourageant, car j'avais l'impression qu'elle faisait tout pour ne pas être notifiée. Le lendemain après-midi, j'ai vu l'infirmière Martha pour ce qu'elle appelait notre dernier rendez-vous avant la naissance. Nous nous sommes installés dans un petit bureau à l'hôpital et elle m'a expliqué en détail ce qui se passerait si ma mère ou ma sœur tentaient d'entrer dans le service de maternité. Elle m'a montré le plan de l'étage et m'a précisé où se trouvaient les portes verrouillées et les postes de sécurité, puis elle m'a rassurée. Dès mon arrivée pour l'accouchement, je donnerais le mot de passe à l'accueil et mon nom serait effacé de tous les systèmes accessibles aux visiteurs. Si quelqu'un venait demander après moi, le personnel répondrait simplement qu'aucun patient de ce nom n'était enregistré. Martha m'a confirmé que la sécurité interviendrait immédiatement si ma mère se présentait et que je n'aurais qu'à me concentrer sur mon accouchement. Le fait qu'elle me détaille tout le dispositif, étape par étape, m'a vraiment soulagée et m'a permis d'attendre le jour J beaucoup plus sereinement. Ce soir-là, vers 19h, John m'a envoyé un message accompagné d'une photo. On y voyait la voiture de ma mère, garée tout au bout de notre rue, moteur tournant, de la fumée sortant du pot d'échappement. J'ai senti mes mains trembler en comprenant qu'elle surveillait littéralement la maison à ce moment-là. J'ai immédiatement appelé l'agent Banks, qui m'a dit qu'il allait faire passer une patrouille pour constater et la faire partir. Environ 20 minutes plus tard, il m'a rappelé pour m'informer que les agents avaient en parlé à ma mère, qu'elle était repartie, et que désormais, on avait la preuve qu'elle tournait autour de chez nous. Le lendemain matin, l'agent Banks m'a appelé avec un nouveau plan, puisque ma mère continuait d'échapper à l'huissier. Il m'a expliqué qu'il avait organisé pour que l'huissier la trouve sur son lieu de travail le lendemain, pendant sa pause déjeuner. Ça m'embêtait un peu qu'elle soit notifiée devant ses collègues, mais je n'avais plus le temps d'attendre. La naissance approchait. Tant qu'elle n'avait pas reçu les papiers, l'ordonnance d'éloignement ne pouvait pas vraiment me protéger. Or, j'en avais besoin avant l'accouchement. Le lendemain, vers midi, l'huissier m'a appelé pour confirmer que ma mère avait bien été officiellement notifiée au travail. Moins d'une heure après, elle publiait des messages furieux sur Facebook, affirmant qu'elle était victime du système et persécutée pour avoir aimé son petit-fils. J'ai fait des captures d'écran de tout ce qu'elle écrivait,
mais j'ai évité de lire les commentaires de la famille qui lui donnaient raison. Désormais, l'ordonnance était pleinement en vigueur. Si elle s'approchait de moi ou de l'hôpital, elle risquait d'être arrêtée. 3 jours plus tard, je me suis réveillée à 4 heures du matin, prise de violentes contractions toutes les 5 minutes. J'ai secoué mon mari pour le réveiller. On a rassemblé nos affaires en silence, prêts à partir pour l'hôpital. On n'a prévenu personne. Notre plan était d'attendre la naissance avant de l'annoncer à qui que ce soit. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est fait dans le calme, juste rythmé par mes respirations pendant les contractions et la main de mon mari serrant la mienne au feu rouge. D'une manière ou d'une autre, ma sœur a compris qu'on était à l'hôpital, peut-être en voyant la voiture ou un détail qui nous a échappé. Vers 8 heures, elle a posté un message un peu vague sur Facebook, demandant si quelqu'un connaissait la meilleure maternité du coin. Mon mari a vu le message et tout de suite, on a éteint nos téléphones et on les a remis à l'infirmière pour ne pas être tenté de regarder les réseaux sociaux. Vers midi, Martha est entrée dans ma chambre, l'air calme mais grave, et m'a annoncé que la sécurité venait d'empêcher ma mère d'entrer dans le service maternité. Elle avait tenté de passer, mais comme elle ne connaissait pas le mot de passe, elle a été refoulée, raccompagnée jusqu'à la sortie, et il lui a été formellement interdit de revenir. J'ai eu un moment de peur en réalisant qu'elle avait vraiment essayé de venir, mais aussi un immense soulagement en voyant que tout fonctionnait comme prévu. Environ 1 heure plus tard, l'agent Banks est arrivé à l'hôpital. Je l'ai entendu discuter avec la sécurité dans le couloir avant que Martha ne l'accompagne dans ma chambre. Il m'a expliqué qu'il avait remis à ma mère un avertissement officiel, par écrit, pour avoir enfreint l'ordonnance en venant à l'hôpital. Il m'a dit, resté sur le pas de la porte, que toute nouvelle tentative se solderait par une arrestation immédiate et que la sécurité l'avait raccompagné dehors, preuve photo à l'appui. Je l'ai remercié. Il est reparti aussitôt car mes contractions devenaient plus intenses et j'avais besoin de toute ma concentration. Ce soir-là, vers 19h, j'ai enfin donné naissance à ma fille, avec uniquement mon mari à mes côtés. Malgré tout ce qui s'était passé avec ma mère ces dernières semaines, la peur, les préparatifs, l'accouchement en lui-même a été étonnamment paisible. La pièce baignait dans le silence, à part les bips des machines et les mots rassurants de mon mari qui me disaient que je gérais parfaitement. Quand on a posé mon bébé contre moi, j'ai éclaté en sanglots, mais ce n'était ni la peur ni la douleur. C'était le soulagement d'être arrivé jusque-là, protégé, que toutes les barrières qu'on avait mises en place avaient permis de préserver ce moment du moindre trouble. Mon mari pleurait aussi. On est restés là, tous les deux, à tenir notre fille dans les bras, incapables de prononcer le moindre mot, tant l'émotion était forte. Vers minuit, on nous a transférés dans une chambre de suite de couches, au bout d'un autre couloir, plus calme, avec un petit canapé où mon mari a pu s'allonger un peu. Martha est repassée prendre de nos nouvelles et nous a rappelé le dispositif de confidentialité pour notre sortie prévue dans 1 ou 2 jours. Elle m'a confirmé que la mention « Aucun visiteur » resterait inscrite sur mon dossier tout le temps de notre séjour et qu'on pourrait sortir par une porte discrète près du quai de livraison pour éviter toute mauvaise surprise au moment de partir. Elle nous a indiqué sur un petit plan où se trouvait cette sortie et a donné à mon mari un numéro à appeler 1 demi-heure avant notre départ pour que la sécurité ait le temps de vérifier que tout était libre. J'ai été extrêmement reconnaissante qu'elle prenne la situation au sérieux, sans me traiter d'exagérée ni de compliquée. Le lendemain matin, vers 8 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père qui disait simplement « Félicitations, je suis désolée. Je peux déposer un repas ?» Je suis restée un long moment à fixer l'écran, essayant de deviner s'il était sincère ou si c'était ma mère qui l'avait poussé à écrire dans l'espoir d'obtenir des informations sur notre emplacement. J'ai montré le message à mon mari et, à voix basse pendant que le bébé dormait, nous avons discuté pour savoir si répondre risquait de rouvrir une porte que nous n'étions pas prêts à ouvrir. Finalement, nous nous sommes dit qu'un simple merci et l'accord pour déposer un repas ne signifiaient pas que nous l'autorisions à revenir dans notre vie, ni qu'il aurait un quelconque accès à notre fille. Mon mari a répondu par un court message de remerciement, en donnant notre adresse et en précisant de laisser le repas devant la porte. Cet après-midi-là, pendant que mon mari faisait la sieste, je me suis demandé s'il serait un jour possible d'avoir un lien avec ma mère sans risquer notre sécurité. J'ai fini par me dire qu'un contact surveillé pourrait être envisageable, mais seulement si elle acceptait une vraie prise en charge professionnelle et montrait sur le long terme des signes de changement. Mais c'était une question pour plus tard. Rien n'a réglé tout de suite alors que j'étais encore à l'hôpital, à apprendre à allaiter, à changer des couches et à tenir debout avec 2 heures de sommeil. Nous avons ramené notre fille à la maison 2 jours plus tard, en début d'après-midi, et John nous attendait déjà sur son perron quand nous sommes arrivés dans l'allée. Il est tout de suite venu nous aider avec nos sacs et nous a dit qu'il avait gardé un œil sur la maison, sans repérer ni la voiture de ma mère, ni qui que ce soit de suspect. Sa gentillesse m'a bouleversée, car cela m'a rappelé que la famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, c'est ceux qui sont là, qui respectent vos limites et qui sont prêts à vous donner un coup de main quand vous êtes épuisé. Quelques jours après notre retour,
J'avais un rendez-vous téléphonique avec Léa dans l'après-midi, pendant que mon mari s'occupait du bébé. Elle m'a posé plein de questions sur mon sommeil, mon appétit, sur d'éventuelles idées noires ou des moments de découragement. Elle m'a expliqué qu'avec tout ce que j'avais traversé avec ma mère ces derniers mois, j'étais plus vulnérable à la dépression ou à l'anxiété postpartum. Elle m'a montré quelques exercices de respiration à faire en cas de panique ou quand je me sentais dépassée et m'a rappelé que demander de l'aide ne voulait pas dire que j'étais faible. Quand ma fille a eu 2 semaines, l'audience pour l'ordonnance d'éloignement s'est tenue en visioconférence depuis notre salon. Mon mari tenait le bébé pendant que j'étais assise sur le canapé, mon ordinateur sur les genoux, à regarder le juge examiner les preuves envoyées par l'agent Banks. Le juge a prolongé l'ordonnance pour 1 année entière en ajoutant des conditions, comme l'obligation pour ma mère de suivre une thérapie et de fournir un justificatif au tribunal. J'ai ressenti un immense soulagement en sachant que cette protection était officielle, solide, et que de vraies sanctions étaient prévues en cas d'infraction. Le soir même, avec mon mari, nous avons rédigé un mail soigneusement formulé adressé à la famille élargie pour expliquer clairement notre position. Nous avons précisé que tout contact futur avec ma mère exigerait la preuve d'un suivi thérapeutique actif, que toute visite se ferait en présence d'un tiers et que nos limites étaient fermes et non négociables. Nous ne fermions pas totalement la porte à une éventuelle réconciliation, mais nous posions sans ambiguïté que cela ne se ferait que selon nos conditions, sans discussion possible. Quelques jours plus tard, j'ai reçu via le portail patient de l'hôpital un message de l'infirmière Martha qui prenait de mes nouvelles. Elle m'a confirmé que mon dossier médical était verrouillé et signalé dans leur système, de sorte que ma mère n'aurait accès à aucune information sur l'accouchement ni sur ma convalescence. Elle m'a aussi envoyé des liens vers des groupes de soutien postpartum dans la région et m'a rappelé que je pouvais appeler leur service à tout moment en cas de besoin. Peu après, l'agent Banks m'a appelé vers midi, alors que j'étais assise sur le canapé à plier les minuscules vêtements du bébé. Il m'a appris que ma mère avait commencé un programme de thérapie imposé par le tribunal, suite à l'avertissement reçu à l'hôpital, et que le tribunal avait bien reçu un justificatif de présence. J'ai ressenti à la fois de l'espoir et de l'appréhension, car une part de moi voulait croire qu'un changement était possible. Mais l'agent Banks a insisté. Les ordonnances d'éloignement existent pour de bonnes raisons, et ce n'est pas parce qu'elle suit une thérapie qu'il faut relâcher la vigilance. Il m'a rappelé qu'on peut très bien aller en thérapie sans pour autant respecter les limites des autres, et que je devais continuer à tout consigner si jamais quelque chose me semblait suspect. Je l'ai remercié et, en raccrochant, j'ai eu le sentiment étrange qu'on venait de m'autoriser à ne pas pardonner tout de suite. Une chose dont je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin. Ce soir-là, après que mon mari a pris en charge les couches, je me suis installée dans le fauteuil à bascule de la chambre du bébé, ma fille endormie contre moi. La pièce était silencieuse, à part sa respiration tranquille et le souffle de la machine à bruit blanc qu'on laissait tourner en fond. J'ai regardé autour de moi, la table allongée, le lit à barreaux avec le mobile suspendu, l'étagère déjà remplie de livres en carton offerts par des amis qui respectaient nos limites. Je me suis sentie chez moi d'une façon paisible que je n'avais pas connue depuis des mois, voire des années si je suis honnête. Les serrures avaient été changées, ma mère ne pouvait plus entrer comme avant. Les règles étaient claires, et cette fois, elles étaient soutenues par des documents officiels ayant de vraies conséquences. Ceux qui avaient accès à notre vie étaient à présent les personnes qui nous respectaient réellement, pas celles qui pensaient que l'amour, c'était de piétiner nos besoins. J'ai réalisé que je devais faire le deuil de la relation de grand-mère que j'aurais tant aimé offrir à ma fille. Cette grand-mère qui viendrait partager les déjeuners du dimanche, lui apprendrait à préparer des gâteaux et lui raconterait 1000 histoires. Je pleurais aussi la relation mère-fille dont j'avais rêvé. Une relation où ma mère aurait su se réjouir de mes moments importants au lieu de me les confisquer, où elle aurait respecté mon intimité au lieu de fouiller dans mes affaires sans gêne. Pourtant, assise là dans la pénombre de la chambre d'enfant, avec mon bébé paisiblement endormi et mon mari qui fredonnait tout doucement dans la pièce d'à côté, j'ai su au fond de moi que j'avais fait le bon choix. Ma famille, elle était enfin en sécurité, nos limites étaient désormais reconnues et protégées par la loi, plus seulement par ma parole contre la sienne. Je bâtissais un foyer dans lequel ma fille grandirait, en comprenant que l'amour rime avant tout avec respect et qu'on a parfaitement le droit de se protéger, même face à sa propre famille. Le cercle autour de nous était devenu plus restreint, mais il était composé de personnes qui se souciaient réellement de nous, pas de celles qui nous relègueraient au rang de figurants dans leur propre scénario. Et honnêtement, c'était tout ce dont nous avions besoin. Voilà comment j'ai vécu les choses. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, car chacun a sa propre vision. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, qu'on puisse échanger ensemble. J'apprends toujours beaucoup grâce à vous.